et en les rendant belles et beaux d'un point de vue psychique. Alors, tu es sensible aussi à cette cause, hein, parce que je suis avec les petits nœuds Octobre Rose, notamment avec la Fondation. Donc, merci à toi pour ça. Alors, comment agir sur leur beauté? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer cette cinquième leçon avec les phénomènes électriques. Donc en introduction, là, je vous ai mis une vidéo filmée depuis l'ISS, la station spatiale, pour vous expliquer en gros d'où vient le fait que notre planète soit aussi électrique. Alors vous voyez, on voit déjà des aurores boréales, hein. On voyage donc là à 400 km au-dessus de la surface de la Terre. Il y a plein d'aurores boréales, on passe au-dessus des pôles, on voit bien la couverture nuageuse avec des anticyclones, etc. Pardon. On recommence. Donc, aurore boréale, avec ces couleurs assez typiques, vertes. D'accord, en fait, c'est des rayons solaires. Pardon, c'est le vent solaire qui rentre dans l'atmosphère, dans la très haute atmosphère, qui percute des molécules, qui leur donne cet aspect ici. Donc, on voit bien que ça rentre depuis l'espace, hein. Donc, c'est un héritage du Soleil à nouveau. Et regardez aussi, on voit plein d'incendies au sol. Vous allez voir toutes ces taches rouges ici, là, ce sont des incendies. Donc, vous voyez, quand on évoquait en fait le problème des 20% de dioxygène, vous voyez, il y a des incendies en permanence sur Terre, donc imaginez si la Terre était recouverte de 80% de dioxygène. Alors, autre petite chose aussi, à propos des éclairs, là, ce sont des caméras ultra rapides qui ont filmé la formation d'un éclair. Donc, vous allez voir, on voit ce qu'on appelle des précurseurs ici qui arrivent. Et puis, à un moment, l'éclair se déroule. Vous allez voir, on voit ici la progression et tout d'un coup, on a le flash lumineux. Donc, on voit bien qu'en fait, ces phénomènes électriques, en fait, hein, c'est-à-dire quand le vent solaire rentre dans l'atmosphère, il apporte des charges électriques. Il y a bien sûr des phénomènes de convection, vous le savez aussi, au niveau du nuage, qui font que les molécules d'eau, par exemple, frottent, s'arrachent des électrons. Donc, en fait, on va avoir des différences d'état électrique qui vont générer ce qu'on appelle des éclairs. Donc, pour simplifier, alors, ce n'est pas toujours le cas, hein. C'est-à-dire, je vous ai mis des charges plus, là, des charges positives en bas d'un nuage et des charges négatives au niveau du sol. Alors, ce n'est pas toujours le cas, je le disais, ça peut être inversé. Mais ce qui est très important, d'accord, ce qui est très important, c'est qu'il y a une différence d'état électrique. Alors, on appelle ça une tension électrique et on va voir que cette tension électrique, elle génère en fait un courant. D'accord. Voilà, et là, ça nous permet tout de suite, de planter le décor, c'est-à-dire qu'en électricité, on a deux quantités très importantes, la tension électrique et le courant. Et avec ça, vous allez voir qu'on va tout faire. Alors, maintenant, ce phénomène électrique qu'on a constaté dans l'atmosphère, on a assez eu envie de les maîtriser assez vite, hein. Bon, un premier exemple, vous connaissez celui du paratonnerre, inventé par par Benjamin Franklin, pardon. Donc, vous avez l'image ici, hein, avec une pointe, ça c'est une photo tirée du Palais des Découvertes. Et ça a assez vite créé des fantasmes autour de cette science, je vous l'avais déjà dit, c'est-à-dire qu'on pensait que l'électricité étant tellement énergétique, elle pouvait aussi donner la vie. Donc le mythe de Frankenstein de Mary Shelley, hein, c'est de prendre des morceaux de cadavres et de les alimenter par un éclair pour lui donner vie. Bon, on sait bien sûr que c'est l'inverse maintenant, hein, que c'est loin de donner la vie, ça peut même la retirer. Alors ça, vous avez déjà vu aussi, ce sont ce qu'on appelle des tubes à décharge. Et suivant le gaz qui est emprisonné dans le tube, on arrive à avoir des couleurs distinctes. Alors souvent, on appelle ça des gaz à néon, mais il n'y a que celui-là qui contient du néon. Les autres, ce sont des autres gaz, des gaz, on appelle ça des gaz nobles. On a déjà un petit peu parlé en chimie. Donc, suivant ce qu'on enferme dans le tube, avec une décharge électrique de plusieurs centaines de volts, on arrive à déclencher ces couleurs. Là aussi, c'est une photo tirée du Palais des Découvertes. Si vous avez la chance d'y aller quand tout ça rouvrira, vous pouvez monter sur un tabouret qui est à peu près à 300 000 volts. Et contrairement à ce qu'on pense, il n'y a aucun danger parce qu'en fait, il s'arrange bien sûr pour qu'il y ait zéro courant, c'est-à-dire 0 ampère absolument. Donc vous voyez, même à 300 000 volts, vous n'êtes pas forcément en danger. On en reparlera tout à l'heure. Et donc ça permet un peu d'illustrer cette complémentarité entre le courant électrique et la tension électrique.
Donc pour l'instant, vous retenez que le courant électrique, que vous avez sûrement déjà abordé dans les années précédentes, c'est mesuré en ampères. Et la tension électrique, c'est mesuré entre 2 points. D'accord? La tension, c'est un mot un peu comme dans la vie de tous les jours, ça veut dire la différence. D'accord? Quand on dit qu'il y a la tension entre deux personnes, c'est bien qu'il y a une différence. Tension électrique, ça veut dire que elles ont des charges, 2 points ont des charges électriques différentes et qui va avoir tendance à l'établissement d'un courant entre les deux. Autre chose aussi qui va souvent revenir en électricité, c'est la puissance. Donc vous voyez la puissance en watts, on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai oublié de vous en parler l'autre jour sur les énergies. C'est le produit ici des deux quantités importantes, c'est-à-dire le courant fois la tension. Donc voilà pour le décor en quelque sorte. Alors vous vous rappelez bien qu'en fait c'est le courant électrique qui est la quantité, qui est la grandeur on va dire la plus dangereuse en électricité. Même 50 mA, ça suffit pour arrêter un cœur. Et c'est aussi dangereux pour les composants. Vous le savez, quand il y a trop de courant, ça peut peut-être déjà arrivé, on fait cramer un composant et c'est à cause du courant. D'accord? Bon, les deux sont reliés et en fait, la relation, la plupart du temps, la relation entre courant, en tout cas pour vous en troisième, et tension est pilotée par ce qu'on appelle des résistances. C'est ça qu'on va continuer à voir. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Bon, j'ai pas fait de test son, j'espère que vous entendez bien. Ok. Alors, on va dire que tout roule. Alors voilà, on continue avec ce qu'on appelle l'analogie hydraulique. C'est-à-dire pour bien comprendre ce qui se passe dans les circuits électriques, je vais vous expliquer ce que c'est cette analogie, c'est-à-dire cette ressemblance. Oui. Vous pouvez juste remettre la diapositive d'avant une petite seconde, s'il vous plaît. Ouais. En entier ou Comment? en entier la diapositive d'avant? Oui, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Rien. Alors, donc maintenant je vais vous montrer une vidéo qui a été obtenue. Alors c'est une vidéo qui a été recréée à partir d'images obtenues au microscope électronique, au microscope même à effet de Tullet. Donc vous voyez, c'est assez étonnant. C'est en fait, on voit quasiment des atomes. Hein. C'est la photo de la, enfin c'est comme si on survolait la surface d'une couche de silicium. Alors vous savez peut-être, le silicium, c'est un des semi-conducteurs les plus importants au monde parce que c'est à partir de ça qu'on fait des puces d'ordinateur. Hein. Et donc on distingue bien, vous voyez, la forme du nuage atomique en fait, du nuage électronique qui tourne autour du noyau. Vous vous souvenez, le noyau est beaucoup plus compact, beaucoup plus dense. Il y a beaucoup de vide entre les deux couches. Et donc là, ça, c'est un semi-conducteur. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en fait, bon, pour la troisième, il suffit de se souvenir qu'en fait, c'est intermédiaire entre un conducteur, c'est-à-dire qui va conduire parfaitement le courant, et un isolant qui va s'y opposer. D'accord? Donc ici, vous avez un état intermédiaire. Et pour vous montrer la différence, ça, c'est ce qu'on a obtenu en survolant, entre guillemets, d'accord, par un microscope à effet tunnel. Une surface un peu plus particulière, ok, qui est cette fois celle d'un métal. Donc ça, on est en train de survoler une surface d'argent. Et ce qu'on voit bien, c'est que vous voyez ici, c'est qu'on a l'impression que c'est tout plat. Et en fait, c'est qu'on voit que des électrons. C'est-à-dire que quasiment, vous avez vu, il y a quelques marches, mais on ne voit plus cette distinction-là au niveau des atomes. Les atomes ne sont plus visualisables au niveau individuel. On voit ce qu'on appelle une mer d'électrons. Et ça va être extrêmement important dans les circuits électriques, parce que bien sûr, vous le savez, pour faire un circuit, on utilise des métaux, en particulier le cuivre. Et ces métaux, en fait, retenez que ce sont des réservoirs gigantesques d'électrons. D'accord? Donc ça va beaucoup nous aider pour cette analogie. Au niveau de ce qu'on appelle l'analogie du tuyau d'eau, je vous montre tout de suite. Parce que vous imaginez pour l'instant un tube d'eau vide. Bah, si vous imaginez qu'on envoie de l'eau au début du tuyau, d'accord, vous pensez bien que cette eau va mettre un certain temps à sortir. D'accord? Si le tuyau était initialement vide. En revanche, la situation est complètement différente si au préalable, on a rempli de tubes d'eau. Donc là, j'ai symbolisé, bien sûr, d'accord, entre guillemets, les molécules d'eau par des boules jaunes. Parce que cette fois, si le tube d'eau est plein au préalable, regardez, il suffit d'appuyer à une extrémité pour que l'eau sorte à l'autre extrémité immédiatement. Et en fait, c'est ce qui va se passer dans un circuit électrique. C'est ça que vous ne devez surtout pas oublier, c'est que les électrons, en fait, l'analogue ici des molécules d'eau, hein, se déplacent en bloc. C'est-à-dire, si vous appuyez à un endroit, ça va tout de suite sortir de l'autre côté du fil.
Donc, c'est extrêmement important pour bien comprendre les effets de résistance qu'on va voir maintenant. Donc là, je vous ai mis un circuit un peu primaire, on va dire. Vous avez juste une pile de 9 volts avec une ampoule à incandescence, dont on a déjà parlé. Vous vous souvenez, c'est toujours utilisé, mais ça dépense beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. Il y a beaucoup de pertes. Et en fait, ça ne doit pas vous étonner, ce petit schéma. Dès qu'on coupe un des câbles, un des fils électriques, on s'aperçoit que le courant ne passe plus. Et donc, en fait, ça va bien illustrer cette notion de bloc, c'est-à-dire qu'on pourrait croire que si le courant ne passe plus ici à droite, ce que j'indique avec la souris, il pourrait continuer à passer ici à gauche, alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez, si vous coupez un endroit du circuit, c'est ça qui est extrêmement important, on dit aussi une maille. En fait, tout le circuit est affecté. Vu que le déplacement en bloc, d'accord, c'est comme l'histoire du tuyau d'eau. Si vous coupez un moment ou si vous écrasez avec votre pied le tuyau plein d'eau, vous empêchez le déplacement de l'eau dans tout le tuyau. Donc, c'est ce qu'on symbolise ici lors de ce circuit fermé avec des flèches, d'accord. Donc, de la même façon, si on rajoute, plutôt que de couper brutalement un fil, si on rajoute un interrupteur symbolisé ici, d'accord, dès que vous ouvrez cet interrupteur, vous empêchez la circulation des électrons dans tout le circuit. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que le courant circule ici, encore un peu ici, qui s'arrête là. D'accord. Il s'arrête partout dans le circuit à cause de cet effet de bloc. Bien sûr, si on ferme l'interrupteur, tout fonctionne. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est vraiment comment s'exerce cette analogie hydraulique. Donc là, vous avez vu, j'ai pris le schéma qu'on venait d'évoquer, schéma électrique, pile, fil électrique, ampoule à filament. Donc, il faut bien sûr un circuit fermé pour que ça fonctionne. Et regardez, l'équivalent pour bien comprendre la notion de résistance, c'est celui-là. Donc, vous avez une pompe, d'accord, qui va pousser de l'eau dans ce sens. Et vous voyez qu'ici, on a un rétrécissement. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est imaginer que vous appuyez sur un tube plein d'eau avec votre pied assez fortement. Vous allez en fait rétrécir à cet endroit, ça c'est pas une surprise. Mais comme l'eau, d'accord, est assez compacte et se transmet intégralement ici, ça va ralentir dans tout le circuit. Donc si on fait un zoom là-dessus, et que je repasse en électrique, hein, regardez, vous avez, bon là j'ai symbolisé la mer d'électrons, hein, elle est symbolisée par ces signes moins, et vous voyez que la résistance, retenez que c'est un peu comme un pincement. Alors ce n'est pas un pincement mécanique, hein, bien sûr, en électricité, c'est une espèce de pincement électrique, mais vous voyez la résistance, donc retenez bien ce terme, ça veut dire que ça va résister au passage du courant. Et retenez l'analogie hein, avec le pied sur le tube. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est un lien que vous avez sûrement déjà vu peut-être en quatrième. C'est le lien entre les deux, ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, entre la tension électrique. Vous avez vu, la tension électrique, je vous ai dit, c'est toujours entre deux points, donc vous faites toujours figurer ces deux points à l'indice. Hein. La résistance, notée grand R, et l'intensité du courant, grand I. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est retenir la deuxième formulation. D'accord? Pourquoi? Parce que regardez, vous avez l'effet, ce qu'on appelle l'effet cause à effet, d'accord? La relation de cause à effet, pardon. C'est-à-dire que la cause, c'est comme tout à l'heure, souvenez-vous, dans les nuages, il y a une différence d'état électrique entre le bas du nuage et le sol. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tension électrique en volts. Il y a une résistance entre les deux. D'accord? Le terme aussi, rappelez-vous, il se réfère au courant, c'est-à-dire que c'est une résistance au passage du courant. Et donc, vous voyez que c'est au dénominateur, hein, U sur R. Alors, vous avez le droit de le retenir comme vous voulez, mais cette formulation elle est plus physique. Et donc, ça, c'est l'effet, le courant. C'est-à-dire que, toujours en se référant à l'exemple initial de l'éclair, vous avez un courant qui s'établit, un éclair, s'il y a une tension électrique, d'accord, et si l'air devient légèrement conducteur, d'accord. C'est-à-dire que vous imaginez bien, si la résistance est très grande, ben en fait, le courant va être très faible, et si la résistance est très faible, le courant va être très grand. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? N'hésitez pas, hein, pas de questions? Donc voilà, sur un récapitule, cette analogie hydraulique, elle doit vous faire comprendre que, en fait, le courant, il s'installe dans toute la maille ici. Et si vous le perturbez à un endroit, par exemple en installant une résistance, vous allez modifier la valeur du courant dans toute cette maille. Il ne faut pas croire que le courant s'écoule jusqu'ici, s'arrête éventuellement et voilà, ne coule plus là. C'est impossible. D'accord? C'est pour ça que je vous ai montré la vidéo de la mer d'électrons, ça communique vraiment par bloc. Alors, maintenant, une petite expérience d'ailleurs que vous pouvez faire chez vous, hein, c'est pour vous montrer qu'une pile, après tout, ce n'est pas très compliqué. Une pile, on peut faire ça avec simplement un citron et deux métaux différents. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction avec la vidéo là, de l'effet tunnel, c'est qu'en fait, un métal, c'est un réservoir d'électrons.
Donc en fait, si vous prenez deux réservoirs différents, un peu comme deux réservoirs d'eau, vous voyez, l'analogie fonctionne toujours. Vous allez pouvoir faire en sorte que de l'eau s'écoule entre les deux. Et donc l'analogue, bien sûr, en électricité, c'est le courant électrique. Donc là, ici, on a symbolisé un clou, donc plutôt du fer, et ici, un petit fil en cuivre. Donc si vous mettez du fer et du cuivre plantés dans un citron, que vous en reliez plusieurs, comme c'est symbolisé ici, vous voyez, symboliser une petite photo là avec les 4 citrons branchés en série, vous pouvez même faire allumer une DEL. Okay, donc il faut faire des alternances, je répète, hein, quand même, fer, cuivre, fer, cuivre. Vous me direz, le fer, je vous rappelle que si vous n'avez pas du fer et du cuivre, vous pouvez faire à des pièces de monnaie. Hein. Une pièce de 1 euro, c'est en grande majorité du nickel. Et une pièce vous savez, les pièces rouges de 5 centimes par exemple, c'est du cuivre. Et si vous faites ça, vous voyez, vous arrivez quasiment à une mesure quand même assez spectaculaire de 4 volts. C'est-à-dire que chaque citron quasiment est capable de générer une tension électrique de 1 volt. Alors le problème de tout ça, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait Volta au début, hein, l'inventeur de la pile. D'ailleurs, je vous rappelle que le terme vient de empilement. Comme ça, on empile une succession de métaux séparés par un papier trempé dans de l'acide, hein, mais on empile du cuivre, du zinc, du cuivre, du zinc, etc. On en met plein en série, comme ici, vous voyez, on commence à avoir un courant électrique intéressant. Parce qu'ici, le problème, hein, c'est que votre pile, alors vous avez beau avoir 4 volts, ça peut paraître sympa, avoir 4 volts avec des citrons, mais on le fera un jour quand on pourra reprendre, je pourrais vous montrer en TP, c'est que si on mesure le courant qui sort de ces 4 citrons, il est pitoyable, hein, il n'est même pas du milliampère. Donc bien sûr, ce n'est pas parfait comme pile. Bon, en passant à une petite utilisation des multimètres que vous avez peut-être déjà abordé. Donc les multimètres, on va appeler comme leur nom l'indique, ils peuvent mesurer plein de choses au niveau électrique. Donc suivant la broche que vous choisissez, vous avez vu, là vous avez toujours le COM est branché, hein, la borne commune. Vous pouvez mesurer des volts ou des ohms, on verra plus tard, des milliampères ou des ampères, mais en plus grande quantité. Donc vous voyez tout de suite le problème avec le courant hein, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que le courant, comme c'est dangereux à la fois pour vous, les appareils, tout ça, vous avez deux calibres différents. C'est-à-dire si vous soupçonnez que l'intensité du courant va être plus grande qu'une certaine valeur, pour ne pas abîmer l'appareil, on se met directement dans le 10 ampères. Donc ça, ce que je vous ai mis au début, c'est la mesure de la tension. Donc la tension, rappelez-vous, ça veut dire différence. Donc on va mesurer la tension entre deux points. Donc toujours, là, vous utilisez les couleurs hein, quand vous branchez les appareils. La référence, toujours en noir, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le 0 volt ou le commun. Et la borne chaude, entre guillemets, c'est le rouge. Donc vous prélevez, vous avez vu vos deux points aux bornes du circuit que vous voulez étudier. Ici, je vous rappelle que ça, c'est le symbole d'une diode, d'accord, ici, d'une résistance. Maintenant, si on veut mesurer le courant avec un multimètre, bah déjà, d'accord, on se met sur ampère, comme ici, j'ai oublié de le dire, on se met sur volt, hein. Continue, l'espèce de double barre, ça veut dire continu, ici aussi, parce qu'après, vous apprendrez plus tard au lycée à mesurer aussi des courants alternatifs, c'est-à-dire qui évoluent au cours du temps. Donc, si on veut mesurer un courant, vous avez vu, cette fois, il faut ouvrir le circuit, parce qu'en fait, ça doit vous paraître un peu assez logique, c'est-à-dire le courant qui passe ici, on veut qu'il traverse l'appareil en bloc, comme d'habitude, pour être mesuré. D'accord ? Un peu, si on poursuit l'analogie, quand vous voulez mesurer le débit d'un ruisseau, vous êtes obligé de mettre une roue à l'intérieur de ce ruisseau ou en surface pour que la roue soit entraînée par ce courant et donc qu'elle puisse vous envoyer une mesure. Là, c'est pareil, le courant doit circuler dans l'appareil, d'accord ? Ne pas l'abîmer, donc faire attention au calibre choisi, et comme ça, vous avez la mesure. Et la troisième chose, ça peut mesurer, très importante en électricité, c'est la résistance. D'accord. D'ailleurs, c'est un peu l'ancêtre du détecteur de mensonges, hein, la mesure de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, si on vous met vous ici, qu'on envoie un tout petit peu de courant, alors oui, on envoie. Donc, vous voyez, on a le symbole ohm ici, qui est l'unité de la résistance. Le COM toujours branché. Donc, ce que fait cet appareil quand vous le branchez sur COM ici, il va envoyer un courant très faible, ok, parce que le but n'est pas de détruire le composant étudié quand même. Il va envoyer un courant très faible. Mesurez ensuite en retour la tension qui est générée, et comme il fait le rapport des deux, il va vous donner la résistance. Et donc, comme je le disais, ça permet, en fait, c'est un peu le précurseur du... Bon, alors, c'est pas accepté dans tous les pays, bien sûr, hein, c'est surtout utilisé aux États-Unis, du détecteur de mensonges. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ment, apparemment, on sue un peu plus. Et donc, en fait, le corps est un peu plus conducteur. Donc, sa résistance diminue. Donc, c'est comme ça que le FBI peut voir si vous montez ou pas à ces questions. OK. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est la partie, en gros, la plus importante. C'est l'application de ce qu'on avait vu sur la conservation de l'énergie dans les circuits électriques.
comme on l'a vu, d'accord, l'énergie se conserve et donc on va avoir cet effet quand on force l'énergie à circuler dans un circuit. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié l'autre fois de vous parler de la puissance. Donc je reprends les schémas que j'avais fait sur la voiture, vous vous rappelez, l'énergie chimique, c'est celle qui est contenue dans l'essence. Votre moteur fait exploser cette énergie en l'ayant mélangée au préalable avec du dioxygène. Il a en retour, bien sûr, l'énergie mécanique qu'on espère en majoritaire et des pertes souvent par chaleur. Mais vous imaginez bien qu'avec une Ferrari, on ne va pas avoir, on va pas avoir le même effet. C'est ça la notion de puissance, c'est-à-dire la notion de puissance vous donne la vitesse en quelque sorte à laquelle est fournie l'énergie. Vous voyez, on prend l'énergie, on la divise par le temps. Donc vous imaginez bien si vous avez la même énergie dans le cas des deux voitures, par exemple, vous mettez dans les deux 50 litres d'essence, donc globalement vous aurez la même énergie chimique qui sera stockée. Vous imaginez bien qu'une Ferrari a la réputation de vous fournir quand même une puissance beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'elle va consommer elle va transformer plutôt cette même énergie en un temps beaucoup plus court. Donc si vous faites E sur delta T, d'accord, si delta T est très faible, ben, ce rapport va être très grand. Et si delta T est très grand, ce rapport va être petit. Delta, je vous rappelle, ça veut dire différence. Okay, delta, c'est la lettre grecque pour dire différence de temps. Une durée en quelque sorte. Alors, tant qu'on y est, on rappelle les unités. La puissance s'exprimera toujours en watts, l'énergie en joules et le temps, comme d'habitude en physique, en secondes. Donc ça, relation très importante. Et maintenant, on va un peu la travailler en électricité. Donc, la puissance, on l'a dit tout à l'heure, c'est U fois I. Okay, ça, ce n'est valable qu'en électricité. La puissance, d'accord, c'est le produit des deux quantités absolument incontournable en électricité. Donc, on retrouve les watts, et si on multiplie des volts par des ampères, vous apprendrez ça un peu plus tard, vous le démontrez, on retrouve quand même des watts. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'avoir l'énergie à partir de la puissance. Hein, rappelez-vous, le concept central en physique, c'est l'énergie. Donc, on va toujours se référer à lui. Donc, si j'utilise cette formule, d'accord, on voit bien que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Ce que j'ai écrit ici. Je repique la définition de la puissance dans un cadre électrique. Et donc, on voit bien que l'énergie, en fait, c'est le produit de ces trois quantités, la tension électrique entre deux points, le courant qui passe entre les deux points et le temps. Et donc, je vais utiliser ça maintenant dans un premier circuit, qu'on appelle un circuit en dérivation. Alors d'abord, je vous montre l'analogue hydraulique. Il y a une pompe qui envoie de l'eau dans un circuit. On a un petit pincement ici, vous vous rappelez, qui illustre la notion de résistance en électricité. Je fais une deuxième branche, c'est-à-dire ce qu'on appelle une dérivation, effectivement, parce que l'eau peut dériver ici et bien sûr passer dans cette nouvelle branche. Bon, vous avez vu, j'ai fait exprès de faire une branche plus fine, donc la résistance ici va être plus grande. Donc cette pompe travaille pour envoyer de l'eau, et vous l'imaginez bien, je pense c'est assez intuitif, il y a deux courants qui vont se séparer, bien sûr, pour alimenter les deux branches. Donc en fait, alors ça oui, au niveau vocabulaire, j'allais oublier, ça on appelle ça une maille aussi au niveau électricité, on en reparlera pendant les exercices, d'accord? C'est moins important. Là, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle la loi des courants. Donc en fait, quand vous faites une dérivation, mais c'est assez intuitif, il me semble, le grand courant qui arrive là depuis la pompe, ou si vous voulez le générateur, la pile en quelque sorte, va se séparer en deux courants. Donc ça s'écrit simplement sur mathématiques, I égale I1 plus I2. Là, je vous ai mis I2 ici en jaune, dans la branche principale, on va dire, I1 en magenta ici qui traverse dans la branche secondaire. Donc on va voir maintenant l'équivalent, on va voir qu'on va retrouver la même loi maintenant en électricité en utilisant la conservation de l'énergie. Donc ici j'ai pris une pile, je vous rappelle la symbolique, bon ça on le reverra en corrigeant des exos, la symbolique de ce double trait, un trait assez grand, un trait plus petit, avec un plus et une pile. Donc une pile en général, on qualifie ses pôles de positif et négatif, c'est le plus accepté en général. Et là je fais, comme tout à l'heure, la maille complète, parce que vous vous rappelez, si le circuit n'est pas fermé, il n'y a pas de courant qui circule, donc il n'y a pas d'intérêt. Ici, le symbole d'une résistance. Donc, comme tout à l'heure, comme dans l'analogie de la pompe, il y a du courant qui va être fourni et qui va s'écouler dans les deux mailles. Alors, j'ai mis une deuxième résistance exprès aussi. Vous avez l'équivalent du courant I1 ici qui se retrouve dans cette résistance, et dans l'autre maille ici, le courant I2. D'accord ? Et ce qu'on va voir, c'est que maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est appliquer la conservation de l'énergie. Alors, on y va. Donc, ça ne doit pas vous étonner que je dise que l'énergie fournie par la pile ici, va se répartir dans les deux résistances, dans le reste du circuit, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle un générateur
et ça, ce qu'on appelle des récepteurs. Okay, donc, regardez, je mets en valeur. La pile, c'est ce qui va fournir l'énergie, et les résistances, c'est elles qui vont la consommer. Okay, donc, c'est assez logique que les deux se parlent, c'est-à-dire communiquent et donc soient égales. Donc, maintenant, je vais utiliser la formule que j'ai démontrée ici. Donc, l'énergie de la pile, bah, regardez, c'est la tension au bord de la pile, UPN, avec les deux indices, attention, fois le courant qui sort, I, fois le temps. On va voir que le temps n'est pas très important à la fin, mais au début, on le met. Donc, tout ça va être égal à quoi? À ce qui se passe dans la résistance. Vous avez vu, j'ai mis des points là à la résistance pour que ce soit un peu plus clair. Donc, UAB, c'est les bornes qui nous permettent de mesurer la différence de tension aux bornes de la résistance. I1, c'est le courant qu'on a validé ici en magenta qui va dans cette branche. Et delta T, toujours la même chose. UCD, cette fois, pour la deuxième résistance, avec I2, le courant correspondant qui s'écoule dans cette maille, multiplié par le temps. Voilà. Donc là, le problème est posé. Maintenant, il suffit de réfléchir un peu. Regardez. Je vous ai dit que la tension, ça dépendait juste de la différence entre deux points. Mais regardez, la différence entre P et N, la différence entre A et B, la différence entre C et D sont les mêmes. Parce qu'en fait, les points qui sont reliés par un fil électrique, on suppose en fait que les câbles électriques en cuivre conduisent quasiment parfaitement l'électricité et donc ils ne changent pas l'état électrique. Vous allez changer l'état électrique forcément quand vous insérez un générateur, une ampoule, une résistance que vous voulez. Mais là, vous voyez, vu qu'on a relié P, A et C par un fil électrique, ben, ils sont dans le même état. Et vu qu'on a relié D, B et N par un fil électrique aussi, ils sont eux aussi dans le même état. Donc la différence entre PN, AB et CD est la même. C'est-à-dire que ces trois tensions sont identiques. C'est-à-dire, si vous baladez avec un voltmètre et que vous branchez en dérivation ici, vous allez mesurer, par exemple, si vous avez une pile de 3 volts, vous allez mesurer 3 volts partout. Donc tout ça, vous avez vu, je peux le mettre en facteur, en même temps que le terme temporel qui intervient des deux côtés. Et donc je me retrouve, après simplification, vous avez vu, je peux simplifier des deux côtés par U fois delta T. Je me retrouve avec la loi des courants qu'on avait un peu trouvé intuitivement ici dans le cadre analogique. D'accord? Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir. Le courant principal est égal à I1 plus I2 quand il y a deux branches. Est-ce qu'il y a une question là-dessus, sur la loi des courants? Vous me dites ça va trop vite, hein, autrement je vous la mets en ligne comme d'habitude. Pas de questions? Oui. Oui, est-ce Tu peux te rapprocher, je que t'entends. exactement utiliser la règle I égale I1 plus I2? Excuse-moi, je t'ai attendu à moitié. Faut répéter. Ah, est-ce de démontrer comme vous l'avez fait, ou est-ce qu'on pourra utiliser directement la formule I égale I1 plus I2? Ouais, bonne question. Bien sûr, vous n'aurez pas à la démontrer. Moi, je voulais démontrer pour vous montrer que c'est une suite logique de ce qu'on a vu sur la conservation de l'énergie. Vous aurez juste à utiliser ça. En Ok, plus, elle est assez merci. simple. Vous n'aurez pas à la démontrer, non. Pas en troisième. C'est pour vous montrer d'où elle vient, pour ne pas la balancer comme ça du ciel. On va faire la même chose maintenant pour les tensions électriques. Cette fois, on prend un circuit encore plus simple. D'accord? C'est-à-dire une seule maille. D'accord? Un seul circuit, si vous voulez. Et donc, on impose là aussi, avec une pompe hydraulique, on impose le passage d'un courant hydraulique au début. Alors, je vous ai mis quand même un deuxième cas. Donc, imaginons là qu'on est 100 mA. Bon, alors là, je me suis un peu planté, j'aurais pas dû mettre 1000 ampères. Ça va être plutôt des débits, c'est-à-dire des litres par seconde. Mais vous avez compris l'analogie. Regardez là, si je fais, je pense que vous avez compris, si je fais une résistance plus importante et donc un pincement plus fort, j'arriverai à fournir moins de courant, moins de débit d'eau, hein, d'accord? Et donc maintenant, on va étudier un équivalent. C'est-à-dire, regardez, toujours pareil, j'ai mis une pile ici, ok? Pôle positif, pôle négatif. Une résistance en série avec une ampoule. Je vous rappelle qu'une ampoule, hein, c'est simplement une résistance, ça résiste au passage du courant. Ça résiste tellement bien d'ailleurs que ça provoque de la lumière. Ça chauffe, ça fait chauffer le filament en tungstène et donc ça éjecte de la lumière. C'est ce qu'on veut dans une ampoule. Mais vous vous rappelez, c'est assez peu efficace en termes d'énergie. Et donc, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais utiliser la conservation d'énergie qui va être transmise en fait. Oui. Une ampoule, c'est pas un rond avec une croix dedans. Ah ouais, il y a deux symboles. Oui, oui. Ah, ok. Les deux fonctionnent. J'ai mis le petit rectangle parce que ça vous rappelle un peu plus, c'est une résistance en fait. C'est ça le Ah, seul d'accord. intérêt.
Mais c'est vrai on peut mettre une croix aussi. Ok, merci. Alors, je fais pareil que tout à l'heure. Ok. Cette partie en rouge, on va dire, c'est ce qui va alimenter tout le circuit. C'est l'énergie fournie. Et la partie comme ça, en bleu, c'est ce qui va être consommé dans la résistance et ce qui va circuler dans la résistance et dans l'ampoule. Pareil, je repique la formule de l'énergie, U fois I fois T. Donc ça, vous devez juste connaître cette formule, la retrouver facilement plutôt. Hein. C'est-à-dire vous avez deux formules à connaître. Hein. Que la puissance, c'est l'énergie sur le temps. Mais ça, on s'entraînera en exercice. Et le cas particulier, l'électricité, c'est-à-dire que la puissance, c'est U fois I. Si vous avez ces deux, vous faites tout. Et en fait, les lois qu'on est en train de voir, mais qui sont des conséquences de la conservation de l'énergie, je répète. Donc, si je prends, comme tout à l'heure, l'énergie de la pile, je convertis en fonction des quantités électriques, c'est-à-dire c'est U fois I fois le temps. Ici, il suffit de récupérer, vous avez vu les indices. Donc, au bord de la pile, c'est positif, négatif, comme d'habitude. Au bord de la résistance, ici, vous voyez, on est entre P et A. Au bord de l'ampoule, on est entre A et N. A et N. Okay, ici, je vous rappelle que ce point étant relié à celui-là par un fil, c'est la même chose. Vous pouvez dire que N est là où vous voulez. Comme ici P. Hein. P, vous pouvez le marquer ici. Ou ici, c'est pareil. Ils sont reliés par un fil, supposé ne pas changer l'état électrique. Donc voilà, on fait comme tout à l'heure. On trafique tout ça. On s'aperçoit que là, le courant est le même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bifurcation. Donc il est logique, rappelez-vous, déplacement en bloc des électrons. Donc le courant est le même partout. D'accord? Rappelez-vous la question piège que vous avez peut-être déjà eu en quatrième. Ne pas croire que le courant avant la résistance est plus grand que celui après. D'accord? Forcément, les deux sont identiques. Ok? Dans une maille simple comme ça, le courant est le même partout. Donc, si vous augmentez la résistance, il ne faut pas croire que le courant est plus bloqué ici que là. Il sera bloqué de façon intégrale à cause du comportement en bloc. Donc, le courant est le même, c'est ce que je voulais vous rappeler. On peut mettre, comme d'habitude, des choses en facteur. I delta T, vous avez vu, c'est la même chose. Donc, je peux simplifier par I delta T. Il me reste une relation assez simple. UPN égale UPA plus UAN. C'est-à-dire, si on traduit physiquement, regardez, c'est-à-dire la tension, la différence aux bornes de la pile, d'accord, se répartit par addition entre celle aux bornes de la résistance plus celle aux bornes de l'ampoule. Donc, si vous mettez bien sûr trois composants, hein, vous aurez la somme des trois tensions. Donc, en fait, voilà, ça clôt un peu les révisions sur l'électricité. Vous avez vu, ce n'est pas énorme. Alors, il faut un peu s'entraîner sur les exos, comme d'habitude. Mais si on récapitule, vous avez ces deux lois-là. La loi des tensions quand on est en série, c'est-à-dire qu'on a un circuit simple. La loi, je reviens dessus, une seconde. La loi précédente ici, dans un circuit en dérivation, les deux courants se répartissent. Ok. Alors bien sûr, ils se répartissent pas forcément de façon égale. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous imaginez bien, comme je l'ai fait ici, si le pincement hydraulique ici est plus fort, ou si la résistance électrique est plus forte, comme vous voulez, pour rappeler l'analogie, le courant forcément qui va passer dans cette branche est plus faible, vu que la résistance, ça veut dire résister au courant. Donc vous voyez, vous avez ces deux lois à retenir, à savoir manipuler, et ces deux formules. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions sur cette leçon? Est-ce que ça vous rappelle des choses de quatrième, par exemple? Oui. Est-ce que vous pouvez refaire un petit point sur la toute première diapositive parce que je suis arrivée un peu trop tard, du coup, je ne l'ai pas entendue. Ok, alors la première diapo, celle-là? Ou la suivante? Oui, non, celle-là. Alors celle-là, c'était juste pour vous montrer d'où vient, je vais repasser la vidéo, mais c'est d'où vient en quelque sorte l'électricité constatée sur la Terre. Hein. C'est-à-dire c'est d'abord un phénomène naturel qu'on a cherché à maîtriser en fait. D'accord? Donc je vous remonte la vidéo. Donc ça, c'est une vidéo prise à 400 km d'altitude. Si vous êtes à bord de l'ISS, toujours pareil, la Station Spatiale Internationale, là, où ont été tournées les vidéos qu'on a étudiées l'autre jour. Bon, déjà, vous voyez, vous voyez ce balai là d'électrons qui rentrent, enfin de particules qui rentrent dans la haute atmosphère. On voit bien les rayons d'ailleurs. Tout ça, ça vient du Soleil. C'est le Soleil qui envoie du vent solaire, c'est-à-dire des particules diverses. On voit bien les 50 km d'atmosphère d'ailleurs. Et ce que je disais aussi, c'est qu'on voit bien aussi, en fait, hein, ce que je vous avais déjà fait remarquer, c'est que sur Terre, il y a déjà plein d'incendies en permanence. Donc, toutes les taches rouges que vous voyez ici,
ce sont des, je le remets, ce sont des incendies. Donc j'espère que ça va vous rappeler qu'il n'est pas question d'avoir 80% d'oxygène sur une planète parce qu'elle serait complètement invivable. Et là, je vous avais mis les traceurs, en fait, hein, ce qu'on appelle les traceurs ici. C'est-à-dire que, vous voyez, on voit des petits flashs qui arrivent là. C'est-à-dire ça, ce qu'on appelle les précurseurs quand on étudie les éclairs. Et tout d'un coup, vous allez voir, vous voyez, ils progressent, ils progressent. Alors des fois, ils vont du haut vers le bas, hein. Et voilà, tout d'un coup, vous allez voir, dès que ça touche le sol, ça fait une lumière intense. Même une onde de choc, hein, vous avez déjà entendu, le tonnerre. Le tonnerre, c'est l'aspect sonore de l'éclair. Et donc ici, c'était pour vous présenter en introduction en fait les deux quantités les plus importantes de l'électricité, à savoir des charges électriques différentes, on appelle ça la tension électrique. Okay. Et quand cette tension est trop grande, comme ici lors d'un éclair, vous avez du courant qui s'écoule. J'ai oublié de le rappeler, mais je pense que vous le saviez l'année dernière, le courant va toujours, par définition, hein, par convention, du plus vers le moins. Est-ce que c'est bon ? Donc tout ça, bien sûr, on le reverra en exercice, hein. Là, c'est pour planter les variables, les formules que vous les ayez déjà vues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sûr? Tout est clair? Bon, alors ce que je vous propose, c'est que lundi, on fait en quelque sorte la dernière leçon, entre guillemets. Même si elles sont rapides, hein, je m'excuse un peu, mais il faut les faire quand même, et puis on les revisitera en exo de toute façon, hein. Oui? Vous pouvez nous montrer, s'il vous plaît, la dernière diapo pour la formule des lois d'émail. Ouais, je peux vous montrer Merci. ça. Merci. Là, c'est bon? Oui. Donc si vous voulez, je vous envoie les PDF d'ailleurs, hein, si ça vous arrange. Voilà, donc la loi d'émail, hein, on l'appelle aussi additivité des tensions. Okay. Ah oui, la loi d'additivité et d'unicité ou D'unicité? pour les circuits en dérivation. Unicité du courant, vous voulez dire? Ouais. Ouais. Bon, alors c'est vrai qu'il y a différents termes, surtout ce qu'il faut, c'est que vous compreniez en fait dans quel cas. C'est assez intuitif le courant. Moi, je vous conseille de vous repérer par rapport au courant. Le courant, ici, il n'a qu'une seule possibilité. De toute façon, il est un peu évident qu'il va être partout le même. Okay. Oui. Les tensions, ça va se répartir en somme. Et effectivement, dans le cas ici symétrique, en quelque sorte, le courant, quand il y a une deuxième branche, les deux branches vont être alimentées. Mais n'oubliez pas que les courants ne sont pas forcément les mêmes, c'est tout, quoi. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit. Est-ce qu'il y a d'autres... Je ne vois plus le contrôle, mais bon... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rappel? Un peu rapide, mais qui... Vous voyez, ce n'est pas hyper compliqué, l'électricité. Enfin, je crois pas. Donc, lundi, ce que j'allais vous proposer, lundi, on fait la dernière révision qui sera sur les ondes. Et puis après, vous serez prêt à dérouler les exos que je vous ai envoyés. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous dis à lundi et portez-vous bien. Au revoir.